le biomimétisme, qui est quelque chose dont on parle de plus en plus, mais qui finalement est très vieux. En fait, on s'est toujours inspiré de la nature, de comment fonctionnaient les animaux, de comment ils communiquaient pour concevoir aussi bien les villes que les magasins, l'aménagement d'une maison. Et puis il y avait des choses très étonnantes. Enfin, j'ai découvert des designers et des designeuses que je connaissais pas. Il y en a un qui m'a interpellée, qui fait pousser des chaises. Donc forcément, la personne qui porte le projet en parlera mieux que moi. Il fait pousser des chaises avec des champignons, hein, c'est ça, hein, non, en fait, il fait grandir un tronc, un arbre, qui l'oriente à l'aide de tuteurs, comme on peut orienter une plante parce qu'on veut qu'elle grimpe sur un mur. Sauf qu'en fait, avec les virages, ça donne une chaise. Donc derrière, il n'y a pas d'intervention humaine sur la matière comme peut le faire un menuisier ou une menuisière. C'est la chaise sort du sol parce que on a donné une direction, on est intervenu, mais du coup finalement l'intervention elle est plus minime que si on avait récolté la matière pour la transformer en chaise. Donc ça, c'était assez bluffant. C'est ça qui est vraiment très intéressant dans ce projet, effectivement, c'est que et c'est en cela que c'est un nouveau récit, c'est qu'il explique vraiment le fonctionnement du vivant et donc offre vraiment ce regard sur cette intelligence. Alors, est-ce que Didier est en ligne ou en fait on pitch à sa place? Non, ça y est, il est revenu. Non, parce que c'est ça aussi. Il est revenu. Comment? Ah, il est revenu. Didier, on est tellement content de vous voir. Il est super. Je suis tellement content d'être là. Bon, alors, donc, vous avez 3 minutes pour pitcher et ensuite on aura 7 minutes d'échange avec le panel. Est-ce que c'est OK pour vous? OK. Super. Alors, c'est parti. Donc, D comme design, D comme durable. Le titre, il fait pas vraiment, il n'y a pas de mystère là-dedans. Donc, en fait, c'est porté par une génération nouvelle de designers qui nous propose de réinventer la matière de deux sortes. Soit la métamorphose de la matière à partir du vivant, soit la métamorphose de la matière à partir de ce que nous rejetons. C'est-à-dire de recyclage. C'est-à-dire, il se base sur des jeans, sur vos vieux jeans, sur vos vieux CD, sur voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le design durable. En fait, ce qu'il nous propose, c'est de changer de modèle de production. C'est-à-dire qu'on arrête la production linéaire entre, disons, extraire, produire, fabriquer et rejeter. Il nous propose un mode de production et de consommation beaucoup plus frugal et beaucoup plus solidaire et circulaire, en tout cas. Donc, c'est évidemment un geste politique de leur part et c'est un geste politique de consommation et de production. La jeunesse du projet, à la jeunesse du projet, il y a Geneviève Gallo. Geneviève Gallo, qui a été directrice de l'école des arts déco, qui a été directrice de l'Institut du patrimoine. Et qu'est-ce qu'elle fait, Geneviève? Elle nous fait plein de trucs et elle a publié un livre, surtout, qui s'appelle 75 designers pour un monde durable. Ça veut dire qu'elle a rencontré des centaines de designers. Elle en a recensé 75. Mais surtout avec des projets absolument innovants. Elle a consacré sa vie aux arts, à la culture et évidemment à l'innovation, et ça, c'est très important. C'est très important pour notre projet parce que ces designers sont à la fois, ils ont des méthodes, disons, ancestrales, archaïques, pour aller extraire ce qu'il y a dans le vivant. Et aussi, ils ont recours à une technologie high-tech pour transformer cette matière du vivant ou la matière, disons, du recyclable. Moi, je m'appelle Didier Rouget, je suis réalisateur. J'ai rencontré Geneviève grâce à François Morgan, que peut-être vous connaissez dans les environs, qui est le président de notre très cher festival. Et donc, François Morgan, avec sa société de production NMC, s'est engagé à produire notre série de programmes, de cette série de documentaires de format court. Moi, je suis réalisateur, je m'appelle Didier Rouget, donc j'ai travaillé une petite trentaine d'années avec une dame qui s'appelle Agnès Varda,
à la fois comme assistant, comme caméraman, comme co-auteur, jusqu'à co-réaliser son dernier film, Varda par Agnès. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce que nous promet cette série de programmes courts? Ça nous promet d'accéder à ce qu'on appelle la beauté. Voilà, c'est pas rien dans les temps que l'on vit. La beauté, le type de travail, c'était le temps de la beauté. C'est-à-dire que dans le temps de la beauté, le temps, il a trois sens. Il a le sens de l'histoire, c'est-à-dire qu'on va aller chercher dans notre savoir-faire ancestral aussi comment transformer cette matière, comment on l'a toujours transformée. Il y a le temps comme la durée, c'est-à-dire qu'il faut du temps pour voir la beauté. Il faut du temps pour voir de la beauté dans des jeans recyclés. Il faut du temps pour voir de la beauté dans des déchets industriels. Voilà, ça. Et puis, il y a le temps présent, le temps au sens présent, c'est-à-dire le temps de la création. Alors, Didier, on est en train d'approcher les 3 minutes, enfin même de les avoir bien dépassées. Excusez-moi de vous couper parce que c'est passionnant et vraiment je célèbre votre démarche. Normalement, il devait y avoir un petit signe sonore. On va pas l'avoir, hein, du coup pour pas de mouette. Bon, eh ben écoutez, on continue à s'adapter. Donc Didier, est-ce que vous prêteriez au jeu des questions-réponses avec le panel? Est-ce que c'est j'étais parti sur 10 minutes, c'est pour ça que je me suis... Non, en fait, c'est 3 minutes. À 3 minutes de pitch. On m'avait dit 10 minutes, donc vous avez 10 minutes. Okay. Vous avez 10 minutes, mais dans les 10 minutes, il y a 3 minutes pour pitcher et 7 minutes pour répondre aux questions du panel. Est-ce que c'est OK pour vous? D'accord, alors répondons aux questions. Alors, donc, par rapport à ce que nous a dit Didier, est-ce que vous avez donc des questions qui émergent sur le contenu, la réalisation, l'intention? Je t'en prie, Christophe. Déjà, merci Didier pour ce projet que moi je trouve particulièrement adapté à notre situation, très inspirant, très prometteur, la belle naturalité, les initiatives. Moi, ma question, c'est qu'est-ce que vous recherchez aujourd'hui concrètement par rapport à ce projet? Ce que l'on recherche, en fait, disons qu'il y a 3 promesses. Il y a la promesse de sortir le design de l'élitisme et des musées, c'est-à-dire d'en faire une série populaire, vivifiante et énergisante. Ça, c'est un premier projet. La deuxième promesse, c'est d'éduquer le regard, c'est-à-dire, comme j'ai commencé à le dire tout à l'heure, ce n'est pas simple de voir la beauté, et donc d'éduquer le regard, c'est-à-dire de voir avec les yeux de ces artistes, de ces créateurs, de ces artisans. Voilà. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut bien voir dans des bactéries, qu'est-ce qu'on peut bien voir dans des algues, qu'est-ce qu'on peut bien voir de beauté là-dedans, comment on va faire. Ça va nous éduquer le regard. La troisième chose, la troisième promesse, c'est pour nous inviter à passer à l'action. C'est-à-dire que tout dans cette série, le souhait, c'est de suivre le processus de création de ces designers, de ces artistes. Et la façon dont ils abordent le projet, ce processus de création, nous invite à nous aussi regarder notre environnement et dire, tiens, ça, je jette, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux en faire quelque chose? Voilà. C'est-à-dire que c'est une invitation à l'action. Voilà les 3 axes, les 3 promesses, en tout cas, que l'on s'est fixées dans la rédaction de ce projet. Merci Didier. Est-ce que on a une autre question? Lou, Serge? Oui, bonjour. Mais bravo encore pour ce projet. Bonjour Serge. Bonjour. J'avais deux questions. Moi, c'est la manière dont vous sélectionnez ces designers. Comment est-ce que vous allez les chercher? Comment vous les identifiez? Et est-ce que parmi tous ces projets, il y en a qui ont déjà une application concrète et grand public, ou en tout cas en passe de le devenir, comme vous parliez de rendre leur travail populaire? Je voulais savoir s'il y avait des choses qui étaient déjà en application. Alors,
La ligne éditoriale, elle est évidemment évolutive puisque nous, pour l'instant, on a comme ça sélectionné une dizaine de projets qui passent avant les artistes. C'est-à-dire la star ici n'est pas le designer, la star c'est le projet. C'est-à-dire c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette matière, comment transformer cette matière au service, dans une démarche artistique en fait. On est un petit peu esclave de ce que l'on cherche à fabriquer, c'est le projet qui commande. Donc ça, c'est dans les intentions de réalisation, évidemment, c'est-à-dire c'est de faire passer le projet et la matière, la métamorphose de cette matière, de vivant ou de recyclage, avant le portrait de l'artiste. Le portrait de l'artiste va évidemment s'inscrire en creux. Donc, cette ligne éditoriale, elle est évolutive. Pour l'instant, on a retenu une dizaine de projets de par le monde, parce que la quête de la beauté en Angleterre, au Mexique ou en France, c'est une nouvelle façon, disons, d'échanger nos expériences. C'est-à-dire que les méthodes ancestrales mexicaines, je pense à cet homme-là qui nous fait une espèce de marqueterie avec des causes de maïs. Voilà, on a le droit, nous ici en Occident, de bénéficier de ce savoir-faire ancestral. Voilà. Pour répondre au deuxième volet de votre... attendez, je continue sur la ligne éditoriale. C'est-à-dire que cette ligne éditoriale, elle est évolutive. C'est-à-dire que nous, comme notre souhait, c'est de filmer au présent le processus de création de ces designers, évidemment qu'on va s'adapter à ce qui se fait. En ce moment, il y a une grande mode, il y a plusieurs designers qui travaillent autour des algues. Évidemment, le projet lui-même est inévitable. Maintenant, des applications industrielles, oui, il y en a, bien sûr. Il y en a déjà. C'est-à-dire que, par exemple, cette femme qui travaille à partir de bactéries pour colorer les textiles, c'est déjà en application industrielle. Donc, il y a déjà des applications industrielles. Voilà. C'est-à-dire que c'est... Oui, pardon. Merci Didier. Malheureusement, l'heure tourne et moi, j'aurais eu encore plein de questions à vous poser aussi. Mais on va être obligé donc de céder la place au prochain pitcher. De toute façon, j'imagine qu'on va continuer la conversation au-delà évidemment de cette rencontre autour de vos différents projets qui seront évidemment mis en avant à travers les sites internet, etc. Donc ne vous inquiétez pas, la conversation se poursuit, enfin, en tout cas pour ceux qui nous suivent. Donc si vous voulez continuer à vous intéresser au projet de Didier Rouget. Un grand merci Didier. Merci à vous pour votre engagement. Merci de votre accueil. Je vous en prie, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Donc je vais accueillir le prochain pitcher, qui est a priori présent, Mathieu Lemaire, dont le projet de documentaire est aussi extrêmement inspirant. Oui. Bonjour à tous. De Magie Nouvelle, qui invite à l'émerveillement et au oui. En tout cas, moi, ça m'émeut. Mais moi aussi, ça m'a beaucoup ému, votre projet. Donc, voilà, on perd pas de temps. Je vous laisse. Je perds pas de temps, oui. Je vous laisse donc, voilà. Donc, coup, je suis désolé, je vais m'appuyer un petit peu sur mes notes. Ça va pas être très agréable. Non, et on vous aidera. Je préfère être assez efficace avec les mots que. Voilà. Exactement. Et donc, 3 minutes et ensuite 7 minutes d'échange, Mathieu. Oui, et j'ai un petit extrait parce que c'est très visuel et j'aurais aimé vous montrer des images. Eh bien, écoutez, si nous avons, si la régie... Tout est prévu, vous inquiétez pas. Oh là là, c'est fantastique. Eh bien, c'est parti. Alors, je vais vous parler du merveilleux. Quand le merveilleux saisit nos sens. Donc, je m'appelle Mathieu Lemaire, je suis auteur-réalisateur d'un projet de documentaire de 52 minutes en société et culture spectacle vivant. Pour l'instant, il est intitulé provisoirement La Magie Nouvelle. Donc j'ai la chance incroyable d'être le témoin privilégié d'une révolution dans une discipline qui est la magie, une discipline millénaire. Avec ma caméra, donc je suis depuis quelques années les créateurs de ce mouvement. Toute la question est de donner à voir l'invisible et l'insaisissable dans le film, et ainsi que de donner à penser une nouvelle définition de la magie comme une transcendance du réel. Et je trouvais que ça résonnait bien avec le festival. Donc la magie nouvelle interroge de façon inattendue donc la question du corps, de l'espace et du temps, un patrimoine unique et surtout la volonté de renouer avec ce sentiment magique qui est le langage universel de la magie.
quelle que soit l'époque, la civilisation ou la religion. Donc mon film est une aventure humaine, extrêmement visuelle, qui nous plonge dans les coulisses d'un art, de l'illusion, du rêve, de la poésie. Vous allez découvrir cet univers et ses acteurs majeurs, tous animés par une quête de l'instant magique. Ici, les idées foisonnent, l'un voyage, l'autre théorise, étudie l'anthropologie de la magie, l'autre la conceptualise, la réinvente, la met en scène. Donc dans une société dont on a tant besoin de rêver, retour au sentiment ancestral et salutaire, il est urgent de réinventer ce potentiel créatif en prise avec nos problématiques contemporaines. Je vous cite un petit passage pour vous lancer dans l'extrait. C'est en hiver 2019, donc Théâtre du Rond-Point, on est sur les Champs-Élysées à Paris. Les spectateurs s'empressent de prendre place dans la salle. Il y a plus d'adultes que d'enfants, ce qui interpelle sur notre besoin de s'émerveiller. Il est intitulé « Nous, rêveurs définitifs ». Le noir est profond, on ne distingue plus son voisin, le silence est total, place à l'enchantement. Je vous propose donc de regarder un petit extrait. La magie nouvelle, c'est un art dont le langage est le détournement du réel dans le réel. Qu'est-ce qui fait que je considère que telle chose existe? Qu'est-ce qui fait que je considère que telle chose est magique? C'est une question qui finalement n'est pas si souvent posée. Donc on a présenté des tours de magie chez les Mayas chez lesquels je travaille, dans la forêt tropicale du Chiapas, et en Inde, dans des villages d'artistes éphémères de rue, et on s'est rendu compte que ce qui était magique pour les uns n'était pas du tout forcément pour les autres. On a tout de suite compris que l'ethnologie, l'anthropologie pouvaient apporter un champ de recherche et d'inspiration gigantesque pour toutes les créations. Cette manière d'écrire la magie sans en faire, c'est-à-dire que d'un coup la danseuse est en suspension, mais juste un tout petit peu trop longtemps pour te laisser le doute, sans t'expliquer que c'est un moment magique. Cette manière-là d'écrire la magie, je suis tombé fou amoureux de leur travail et de leur manière de penser cet art. I got caught in the storm and carried. Pour moi, c'est une découverte d'un nouveau média. C'est-à-dire, on est vraiment, l'hologramme, ça existe, le ciné-théâtre, ça existe, la magie, ça existe, mais les trois ensemble, et c'est la première fois qu'on le fait. Il y a eu un amalgame de talents qui a fait qu'il y a eu un événement qui a été perçu par tous comme étant quelque chose qui dépassait simplement le fait de l'illusion, mais qui montrait un univers poétique, un univers dramatique et une manière de réinventer la réalité. Et ça m'a semblé très fort. J'espère que les gens qui vont vivre mon travail va faire que dans leur quotidien, ils vont être plus sensibles au monde et à la magie du monde. Ce qui me séduit dans la magie, c'est sa capacité de créer du doute et du mystère partout. On a l'impression qu'en tant qu'artiste, c'est important de défendre que tout ne peut pas être expliqué parce que c'est de l'ordre d'une nécessité. On a tous besoin de conserver des espaces qui ne sont pas explicables, mais juste pour affirmer que le merveilleux demeure. J'ai trouvé qu'il réinventait complètement la magie
comme on a vu le cirque se réinventer complètement dans des écritures contemporaines, ils le font pour la magie de façon splendide. Je voulais juste vous dire que toutes les images que vous avez vues n'ont subi aucun traitement en post-production. C'est ce qui se passe vraiment sur scène. Les gens se dédoublent de manière avec les techniques d'hologramme. Et donc là, on ne le perçoit pas bien, mais en tout cas, quand on est plongé dans le noir, l'œil le perçoit parfaitement et l'illusion est plutôt assez réussie. Voilà, je suis désolé, je vais lire parce qu'on a peu de temps et je voudrais vous dire énormément de choses sur le sujet. Je voulais juste revenir sur quand Éric Antoine nous raconte... quand il découvre cette compagnie, ce qu'il traverse, lui qui est magicien reconnu, il dit voilà, moi c'est cette magie que je veux maintenant opérer et faire désormais. Donc il est complètement conquis par le mouvement et voilà, enfin en tout cas, il prend une place importante dans le film. Et cette aventure elle démarre en 2009 au théâtre d'Elbeuf où la compagnie est en résidence. Et là, je suis accueilli par Clément de Bailleul et Raphaël Navarro, les deux personnes qui ont parlé dans le film du Merveilleux, sont vraiment les fondateurs du mouvement de la magie nouvelle. C'est les deux directeurs artistiques de la compagnie 1420, les fondateurs du mouvement. Donc, à l'époque, ils ont 27 ans, les cheveux blancs, longs, barbus, blancs vêtus. Ils parlent de la même manière, on dirait qu'ils sont frères. Ils m'expliquent qu'ils sont juste ici en train de créer un mouvement artistique parce qu'ils travaillent leur spectacle Vibration. Je vais passer rapidement parce que tu me fais signe s'il y a des questions ou quoi que ce soit. Moi, je voulais juste aller à l'essentiel. Je trouve qu'à travers ce film, on réinterroge pas mal nos sens et le regard sur notre monde. Et l'idée, c'est à travers la magie de basculer nos regards et de regarder les choses autrement. Donc ça, après, c'est ce que je recherche à travers pour que ce film puisse voir le jour. C'est évidemment des moyens de production, du développement, pour essayer d'amener ça en diffusion. Évidemment. Et puis, l'idée, c'est aussi d'avoir une lecture sur le projet concernant l'universalité du projet et peut-être l'aspect transmédia qu'il pourrait y avoir. Mais ça se ressent beaucoup dans ce que vous avez montré, justement, enfin, comment dire, la multidimensionnalité, le fait que ce soit un nouveau récit et effectivement qu'il pourrait y avoir vraiment une démarche transmédia. Est-ce qu'on a le temps quand même encore pour des questions ? Oui, c'est bon ? Parce que effectivement votre projet est tellement artistique, poétique, multidimensionnel et porte effectivement beaucoup de choses au-delà de l'aspect. On est vraiment presque dans de la métaphysique ou de la spiritualité même. On sent que ça n'est pas que. C'est un nouveau mouvement effectivement comme vous le dites et clairement un nouveau récit. Du coup, je vous laisse quand même poser des questions. J'imagine que vous devez en avoir plein. Je veux bien me lancer. Ouais. Je trouve que la thématique est passionnante, que ce soit la magie, l'émerveillement, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. À titre personnel, j'aime beaucoup les œuvres d'Alexis Michalik au théâtre. Et c'est quelque chose qu'il explore à travers le cercle des illusionnistes très directement. Mais surtout aussi, et surtout aussi le porteur d'histoire. Parce que finalement, la magie, c'est la rencontre, ou en tout cas, c'est l'illustration entre voir et croire. Voir n'est pas suffisant, il faut décider de croire. Et ça nous renvoie à toutes nos représentations. En fait, c'est la même chose avec les médias au sens large. On voit, mais est-ce qu'on décide de croire ? Et quand on décide de croire, c'est là que ça devient possible. Et dans le porteur d'histoire, on explique comment, en fait, les histoires ont un impact sur le réel. C'est pour ça qu'on est là, d'ailleurs, et c'est pour ça qu'on parle des nouveaux imaginaires. Et je me demandais, du coup, dans quelle mesure est-ce que, sachant que les histoires et l'émerveillement sont aussi porteurs et porteuses de lutte, qu'elles soient intimes ou qu'elles soient collectives, dans quelle mesure est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez explorer ou non dans ce projet ? Savoir si porter l'espoir et le nouveau regard, ça apporte un nouveau regard sur la société ou les et nos luttes problématiques, intimes évidemment. ou collectives qui peuvent être portées par les interprètes. Oui, pour moi, c'est une façon moins directe d'affronter nos enjeux et nos problématiques et d'apprendre à regarder autrement, un peu comme M. Rouget le disait avant, c'est-à-dire donner d'autres perspectives au champ des possibles, en fait. Et Alexis Michalik le fait très bien. D'ailleurs, ça fonctionne à fond. Mais il y a quand même quelque chose qu'on ressent dans votre projet, et je suis d'accord, ça fait penser effectivement à Michalik et au porteur d'histoire. Il y a une forme d'ambiguïté entre la fiction et le réel. Dans votre projet, on finit par se demander si, en fait, cette magie n'est pas réelle. Et c'est ça qui est très particulier. C'est-à-dire qu'on retrouve un peu notre âme d'enfant en se disant, mais et si c'était vrai ?
C'est exactement ça. Ils vont travailler sur ce sentiment qui nous traverse. C'est ça. Quand on est enfant, quand on s'émeut pour la première fois devant quelque chose, qu'est-ce qui traverse notre corps? Et ça va être leur guide. À travers le monde, c'est pas qu'une compagnie française. Aujourd'hui, ils font des conférences dans le monde entier, ils créent les spectacles du Cirque du Soleil. Enfin, vraiment, il y a une success story au bout de 10 ans très importante. Et c'est exactement cette fibre qu'ils vont mettre en place, c'est-à-dire qu'ils vont installer un réel, le faire basculer, et là, on passe à l'acte magique. On a clairement envie d'y croire, et pourquoi pas? Je trouve qu'on aurait un regard sur notre monde peut-être plus positif, et on ferait des choses peut-être plus extraordinaires, je ne sais pas. Et plus enchantées. Oui. Mathieu, est-ce que vous allez être avec nous là pendant ces 2 jours? Je passe 2 jours avec toi, avec vous. Oula, j'ai la chance d'être au jury des Green Awards. J'ai la chance d'être jury au Green Awards de Deauville en représentant la Compagnie des Réals, voilà, qui est un groupement et une association de réalisateurs. Donc, j'ai 2 jours avec vous. Eh bien, alors, fantastique, on va pouvoir... Il y a un monsieur qui veut s'exprimer. Il y a un monsieur qui veut... Alors, je vous en prie. Mais on est vraiment... Bon, là, c'est tant pis. Allez, freestyle, quelques secondes. Dites-nous. C'est basé sur des techniques complètement nouvelles comme le hologramme, et à la fois c'est complètement un retour aux origines, parce que Méliès, c'était ça. C'était pas avant de faire des films, il faisait des tours de magie. Donc, est-ce que c'est destiné à rester des tours de magie, ou est-ce que c'est destiné à être intégré dans des spectacles et à renouveler le théâtre? Non, le spectacle est qu'un outil pour montrer pour au grand raconter une public et histoire. raconter ce qui est possible de faire quand on se réinvente un monde, en fait, tout simplement. Et donc, c'est un vecteur, c'est un outil. Mais derrière, il y a des chercheurs, des anthropologues, des physiciens, des gens qui travaillent sur le cerveau. Il y a toute une communauté qui se raccroche à ce mouvement qui prend de plus en plus d'importance. Alors, Mathieu, on vous retrouve après, j'espère, parce Avec qu'on plaisir. on a encore plein de questions à vous poser. Surtout que j'ai pas fini, il y avait plein de choses à dire. Donc, je venez sais, me mais voir, le truc, je c'est vous attends avec grand on plaisir. c'est la magie du direct. Donc, du coup, on se retrouve après pour plein d'autres questions. Merci encore, Mathieu. Donc, maintenant, est-ce qu'on va pouvoir accueillir Raphaël Daniel, qui est donc, je sais, en Zoom. Raphaël, qui a été lauréat aussi du festival Atmosphère. Raphaël, bonjour. Merci d'être là. Bonjour à tous. Alors, donc, tu as un projet qui s'appelle Soudain une forêt. Et comme on est très en retard, je n'en dis pas plus, je te laisse pitcher. 3 minutes. Ok. 3 minutes de pitch, 7 minutes de questions-réponses, si on y arrive. Alors, je te préviens juste, Valérie, je me suis basé sur 5 minutes, c'est ce qu'on m'avait dit, donc je vais essayer de voir si je peux faire 3 minutes, mais je suis plutôt parti sur les 5 minutes. On t'offre 2 minutes. On t'offre 2 minutes de questions-réponses, donc on va faire 5 et 5. Okay. Ça te va, Raphaël? C'est parti. Super. Soudain une forêt. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, Soudain une forêt, qui est un projet donc de long métrage de fiction, coécrit avec une scénariste qui s'appelle Camille Dumouchel. Donc moi, je vais essayer de vous amener pour 5 minutes en forêt, parce que dans Soudain une forêt, justement, ce qui se passe, c'est qu'une mystérieuse forêt pousse en une nuit partout et interrompt toute activité humaine. Alors cet événement vient bouleverser en particulier le destin d'une famille, et surtout celui de Fanny. Fanny, une jeune fille de 17 ans, dont la vie semblait déjà parfaitement réglée. En effet, son père, Yvan, est le directeur d'un centre commercial. Alors naturellement, il compte bien sur sa fille pour reprendre un jour l'empire familial. Ils lui ont pas spécialement demandé son avis, mais en même temps, qui refuserait d'hériter du carrefour de Villiers-sur-Bière? Personne. Sauf Fanny. Fanny, elle en a pas du tout envie, parce qu'elle a envie d'autre chose, mais elle veut pas faire tâche en même temps dans cette espèce d'image d'Épinal de Fanny parfaite, tout droit sortie d'une pub pour pâte à tartiner. Mais ça, c'était sans compter sur l'irruption de cette forêt, après une nuit de pluie diluvienne. Donc lorsque la petite famille se réveille le lendemain, ils découvrent, en lieu et place de leur petit quartier résidentiel propre et habituel, des arbres à perte de vue, une gigantesque forêt. Alors les communications sont coupées, les routes sont inaccessibles, donc fatalement, le frigo finit par se vider. Ce qui fait paniquer Yvan.
Mais rapidement, évidemment, Yvan décide de retourner à son centre commercial. Il sait que là-bas, ils ne manqueront de rien et seront en sécurité en attendant que les choses reviennent à la normale. Donc après 3 jours de marche, ils s'y rendent. Au grand désespoir de Fanny, qui ne croit pas du tout que les choses reviendront à la normale, mais qui en même temps commence à sentir la faim et n'a pas de meilleur plan à proposer. Elle désespère totalement lorsqu'elle voit son père se barricader, transformant le centre commercial en une véritable forteresse. Car je cite, « Je dois protéger ma famille avant tout, et l'homme est un loup pour l'homme. » Alors Fanny est choquée, surtout quand elle voit des personnes qui sont dehors, qui sont perdues et affamées, de l'autre côté des murs, alors qu'à l'intérieur, c'est l'abondance. Elle commence à leur envoyer discrètement de la nourriture. Mais ça crée une brèche. Un homme réussit à rentrer, menace Yvan, qui panique et le tue. À partir de ce moment-là, Fanny décide de faire bande à part et elle s'enfuit dans la forêt. C'est pas chose facile, évidemment, de se retrouver seule en forêt, dans cette forêt en plus mystérieuse. Elle va y affronter ses peurs, ses zones d'ombre. Et c'est comme si la forêt la menait à une clairière. Elle va s'y installer, y installer un petit campement, et va être petit à petit rejointe par d'autres personnes, hautes en couleur. Et ensemble, ils vont créer un village. Car au bord de cette clairière, il y a une rivière. Et dans cette rivière, il y a cette eau, la même eau magique qui a fait pousser les arbres très vite, a fait pousser les légumes très vite. Alors tout est possible. Il crée un véritable Éden. Alors malheureusement, ça ne dure pas longtemps. L'hiver arrive et les vivres et couvertures commencent à manquer. Et surtout, le secret de Fanny est dévoilé. C'est la fille de ce fou du centre commercial qui est prête à tout, et même à tuer, pour empêcher les gens d'y rentrer. Donc, les gens du village ne lui laissent pas le choix. Fanny va devoir retourner pour la dernière fois au centre commercial, affronter son père. Voilà, Soudain une forêt, donc comme je disais, c'est un film de fiction fantastique, à la fois grave sur les sujets abordés, évidemment, et à la fois drôle, parce qu'il y a beaucoup de situations très absurdes. Moi, j'aime beaucoup l'humour absurde. D'une certaine façon, c'est la rencontre du monde d'avant et du monde d'après, à travers un conflit de génération père-fille, mais pas que, parce que bien sûr, évidemment, tout n'est pas noir, tout n'est pas tout noir, tout n'est pas blanc, tout blanc d'un côté, c'est plus complexe. Et c'est un retour brutal à l'état de nature, qui pose de nombreuses questions. Est-ce que nous saurons nous relier à nouveau, nous, humains, au vivant et à la nature, dont nous nous sommes coupés très longtemps, trop longtemps? Est-ce qu'on aura les capacités à abandonner certains conditionnements et certaines habitudes qui nous empêchent de nous adapter? Ou encore, pourquoi mon voisin passe le Karcher sur sa terrasse alors qu'on est en pleine alerte sécheresse renforcée? Voilà, tout ça a un lien, je vous le promets. Voilà, ces thématiques, moi j'y travaille depuis des années. C'est ma façon d'être activiste, notamment avec ce projet qui a été lauréat du Festival Atmosphère, grâce auquel je suis ici aujourd'hui et que je remercie. Et je viens de finir un court-métrage pour la dernière collection Canal+, qui s'appelle Nick le privé, voilà, le titre parle bien de lui-même. Ça a le mérite d'être clair. Il parle d'effondrement, de propriété privée, de commun, et de justement la question de refaire société. Donc voilà, moi je cherche actuellement un producteur qui partage à la fois ce goût pour le cinéma et cette idée qu'avec les histoires qu'on raconte, on peut jouer un rôle dans le changement de paradigme. Voilà, je pense que voilà, je suis à la recherche de cette personne. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci Raphaël. Alors, donc nous avons 5 minutes de questions. Donc voilà, Soudain une forêt. Serge, Christophe, Lou, qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, une question assez basique en tant que téléspectateur de fiction. Si tu recherches un producteur, mais si tu devais rechercher un casting idéal, pour toi, ça serait qui? Eh ben, écoute, il y a une évidence sur le rôle d'Yvan depuis le début, c'est Jean Dujardin. Parce que je pense que à la fois, c'est quelqu'un qui a un potentiel comique incroyable et qui, je pense, peut être aussi très inquiétant, même si on le voit rarement comme ça. Après, pour le reste du casting, c'est plus... Enfin, j'ai des idées, mais c'est plus fragile. Et d'autant plus pour Fanny, qui doit avoir 17 ans. Donc, voilà, ça peut être à la fois une comédienne émergente ou alors, voilà, ça dépend de quand on va tourner le film, quoi. Et dans le même ordre de casting, la forêt étant un personnage principal, tu as pensé à quelle forêt, justement? Écoute, c'est une bonne question. Moi, j'aime beaucoup la forêt de Sainte-Baume, qui est une forêt dans le sud de la France, qui a préservé
qui a été protégée, une des rares forêts qui a été protégée en partie des coupes rases, des coupes qui ont eu lieu notamment au Moyen-Âge et depuis. Donc, c'est une forêt où on peut encore trouver des très vieux chênes, on peut trouver des essences, des arbres, on va dire, âgés, ce qui est pas évident en fait en France, puisqu'on a, même en Europe, puisqu'il reste une forêt primaire en Europe, elle est en Pologne. Donc, moi, j'aimerais bien une forêt, oui, qui a une histoire, autour de laquelle il y a une possibilité d'avoir une mythologie, quoi. Qu'elle envoie, quoi. Une forêt primaire. Et du coup, tu as pensé à l'éco-production? Non, pas forêt primaire, du coup, ça n'existe pas en France, mais une forêt de feuillus âgée, quoi. Et est-ce que tu as pensé, justement, on en parlait à l'écran d'après, est-ce que tu as pensé justement aux conséquences d'un tournage dans une forêt de cette qualité-là, parce que ça demande aussi beaucoup de délicatesse d'aller tourner dans... Oui, évidemment. Évidemment, oui, parce que le court-métrage que j'ai fait, par exemple, c'était en éco-production. Moi, c'est hyper important pour moi que le fond et la forme soient match, quoi. C'est-à-dire que pour moi, un tournage doit se faire dans le respect à la fois de l'humain et du vivant quand le film parle de ça, sinon c'est pas juste. Donc, oui, il y a tout un dispositif, toute une réflexion autour d'un dispositif pour à la fois des effets spéciaux et diminuer au maximum l'impact que peut avoir un tournage sur la forêt. Ouais, ça serait quand même ballot d'y construire un centre commercial, quoi. C'est pas du tout l'idée, non. Non, là, c'est des purs VFX. Moi, je trouve que le point de départ, il est super parce que la nature reprend ses droits. On l'a vu plein de fois. Et souvent, c'est dans des contextes catastrophistes. Et là, finalement, tu fais appel à des imaginaires qui sont plus positifs. Tu parles pas de jungle qu'on a à tort certainement diabolisé. Tu parles vraiment de forêt. La reforestation, c'est un sujet, enfin, ça renvoie en tout cas à des imaginaires positifs. Ma question, elle est plus sur le format. Est-ce que tu as aussi pensé, pourquoi pas, à en faire une série? Moi, je trouve que le format série, ça marche bien parce que c'est un film sur la résilience. La résilience, ça prend du temps. Est-ce que tu penses que ce temps long, il pourrait aussi t'aider à développer cette résilience sur tes personnages? Enfin, est-ce que c'est quelque chose qui t'avait traversé l'esprit ou pas? Pourquoi ce choix du long métrage? Oui. C'est une très bonne question. C'est pas la même façon de faire un film de fiction long métrage qu'une série, on le sait, en termes de fabrication, en termes artistique également. Après, c'est sûr que c'est un projet qui a un potentiel de série, puisqu'il y a des personnages qui peuvent être développés, etc. À un moment donné, avec Camille, donc je disais la co-scénariste, on a plutôt tranché sur long métrage parce qu'on avait envie de vraiment développer cette histoire de relation père-fille. Mais c'est sûr que, moi, parfois, je me dis, on voit que de temps en temps des longs métrages qui ensuite deviennent des séries. Merci beaucoup, Raphaël. Merci beaucoup. Pareil pour ton projet, on aura l'occasion donc de poursuivre la conversation, d'avoir les références sur le web, etc. Donc Raphaël Daniel pour Soudain une forêt. Donc je vais devoir, donc on va devoir avancer parce qu'il faut penser aux candidats suivants, enfin aux auteurs suivants. Donc, on va accueillir Salima Drider pour Bulle Off, toujours en Zoom, il me semble. Oui. Ouais. Bonjour à tous. Bonjour Salima. J'y vais? Je t'en prie. Ok. Donc, merci 3 beaucoup. minutes, Okay. 3 minutes de pitch, 7 minutes de questions-réponses. Ok, c'est parti. Donc, je vais vous parler de mon long métrage Bulle Off, une fiction fantastique. Alors, l'action se passe en 2067 à Paris. Après plusieurs pandémies mondiales, le parti politique en place au gouvernement depuis plus de 30 ans, le parti hygiéniste, propose une politique très sévère pour protéger les gens des microbes et des virus. Les gens n'ont plus le droit de se toucher et ne peuvent sortir dehors qu'en se munissant de bulles de protection transparentes de 4 mètres cubes. Seule une petite partie de la population refuse ce système dictatorial. Ces personnes marginalisées qui vivent sans bulle de protection, on les appelle les Bull-Off. Laura Ostero, 37 ans, vit toujours chez ses parents qui sont proches du parti politique en place. Elle est l'une des dernières enfants nés naturellement. C'est une femme-enfant qui vit cloîtrée dans la peur du monde et de l'autre. Son seul moment de liberté quotidien, c'est quand elle se rend dans la librairie de son quartier, qui propose des objets de la vie d'avant, des livres, des films, où la vie semblait plus humaine. Et c'est en sortant de cette librairie qu'un jour, Laura tombe nez à nez avec un enfant Bull-Off. Elle le suit comme le lapin d'Alice au pays des merveilles et découvre alors un groupe de Bull-Off.
Tristan, le chef du clan, prône la liberté de vivre de chacun. Laura va les voir tous les jours en cachette et nourrit de plus en plus de sentiments pour l'homme. Tristan lui propose de quitter sa bulle et de venir les rejoindre définitivement. Mais Laura est toujours bloquée dans la peur de cette autre vie, de cette autre possibilité, malgré sa grande soif de liberté et d'amour. Alors une question se pose, Laura va-t-elle avoir le courage de s'extirper de cette bulle et prendre enfin le risque de vivre véritablement enfin? Voilà. Donc, à travers cette histoire Buloff, j'avais envie de répondre à cette question qu'on se pose beaucoup en ce moment, c'est va-t-on pouvoir garder notre humanité malgré la peur du monde extérieur? Et est-ce que la liberté, est-ce que la peur, doit-on choisir entre la peur et la liberté? Voilà, c'est un peu la question que je me pose à travers cette histoire. Merci Salima. Merci à vous. Ce choix entre la peur et la liberté, c'est ce qu'on apprend en communication non violente quand on entre en empathie avec soi-même. C'est ça. Voilà, c'est un peu les deux élans qui nous animent. Donc, Christophe, Lou et Serge, que vous a inspiré cette fiction voilà, un peu futuriste de Salima? Alors ça fait évidemment clairement écho à ce qu'on a vécu avec le Covid et toutes les questions qu'on a pu se poser autour de la manière dont tout ça a été orchestré, je dirais, sans jugement aucun. Mais effectivement, ça nous renvoie à ça. J'ai lu dans le pitch à un moment que tu parles de distanciation sociale. C'est ça, c'est ça. C'est un mot qui fait peur. Qui fait peur, oui, oui. Donc voilà, comment est-ce que, au-delà de l'aspect physique, parce que c'est évoqué dans le pitch, comment est-ce que tu espères montrer les effets négatifs que pourrait avoir justement cette fameuse distanciation entre les hommes et les femmes? Justement, le fait d'être visuellement dans des bulles pour sortir à l'extérieur, du coup, les rapports humains sont complètement biaisés. Il n'y a plus d'enfants qui naissent, naturellement, on va dire. Et surtout, on développe des choses, même physiquement. Le fait de pas se toucher, peut développer un teint un peu terne et quelque chose dans les yeux qui serait aussi terne. Enfin, voilà, c'est. D'ailleurs, on voit bien que les enfants qui sont pas touchés petits peuvent mourir. Donc, est-ce qu'on va pouvoir survivre si on a peur les uns des autres? Christophe. Moi, j'aime bien plutôt les choses optimistes, positives. Et là, tu finis par voilà, un questionnement. Et j'aurais envie de te demander, c'est quoi après? Est-ce que du coup, elle va prendre le risque ou pas? Oui, oui. Est-ce qu'on va En fait, le arriver but, sur c'est des qu'elle choses prenne un le peu, risque et que justement, prendre le risque de vivre, ça vaut beaucoup plus le coup pour elle, finalement, que d'être dans cette sécurité et d'être enfermée dans cette prison ambulante. Donc, elle va prendre le risque et elle se rend compte que finalement, elle peut vivre malgré tout et que c'est plus un conditionnement qui l'a enfermée plus qu'autre chose. Moi, ça, c'est un questionnement de mon côté. Justement, comment tu caractérises cette menace? Parce qu'on voit bien qu'il y a une surprotection de la part du gouvernement fictif et du parti hygiéniste que tu as créé. Mais finalement, réellement, quel risque est-ce que ça représente? Le fait de sortir de cette Le fait de protection? sortir de sa bulle. En fait, il faut savoir que justement, le gouvernement diffuse des messages en disant que en sortant de cette bulle, on risque de mourir instantanément. Et donc, il y a une espèce de psychose, mais qui en réalité n'est pas fondée parce que le personnage, quand elle va rencontrer ce groupe de Buloff, elle va voir qu'ils se touchent, il y a un couple, il y a même une femme enceinte. Donc, elle se rend compte qu'il y a quand même une dissonance entre ce qu'on lui dit et la réalité qu'elle va découvrir. Mais du coup, on est sur une illusion totale, ou on est sur une menace qui est réelle mais amoindrie? C'était ça ma question. En fait, on va dire que c'est une menace, mais qui n'est pas réelle en vérité. Il y a une exagération de la part du gouvernement ou peut-être une manière aussi de
enfin, comment dire, de garder les gens enfermés et pouvoir comment dire, les manipuler d'une certaine manière. Donc, en réalité, c'est pas vraiment fondé, quoi, enfin, dans l'histoire. Donc finalement, c'est plus un film sur le mensonge que sur la résilience, en fait. C'est pas on va apprendre à vivre avec, c'est plutôt on va se défaire de nos illusions. Oui, c'est ça, se défaire de ces illusions, sortir de cette bulle de mensonge, ouais, c'est ça. Apprendre ce que c'est que la vraie liberté et sortir de la peur, sortir de la bulle. Salima, bon, c'est comme disait Serge, c'est comme comment dire, une fiction clairement inspirée Oui, c'est vrai, du réel, et donc tu offres à travers la fiction ton regard sur les enjeux actuels sociétaux et les questions actuelles sociétales autour de la liberté, la non-liberté, la peur, une société hygiéniste, mais aussi finalement un regard sur le digital. C'est-à-dire, oui, est-ce que finalement le digital va créer de la séparation et donc va nous couper finalement du vivre ensemble et va nous couper, puisqu'on parle aussi d'écologie, de notre propre nature. C'est-à-dire que est-ce qu'on va être hors sol entre êtres humains? Est-ce que finalement, c'est exactement ça. Société digitale versus la permaculture humaine, avec tout ce que ça implique en termes de comment dire, immunité, non-immunité, peur, liberté, confiance, etc., etc. Et contrat social. Quel est le contrat social, en fait? Et du coup, pour moi, il y a quand même de l'optimisme. Oui, il y a de l'optimisme. Parce qu'il y a une invitation, enfin, dans ce que j'ai lu de ton projet, à dépasser, la dualité que tu dénonces. Tout à fait. On est comment en timing? Est-ce qu'on a encore quelques petites secondes pour Salima ou le timing est... Encore une question? Est-ce que dans le public, il y aurait une question sur Bulle Off? Est-ce que vous auriez, panel, une question supplémentaire? Non? Est-ce que cette pandémie, si on peut appeler ça comme ça, même si elle est factice et internationale, ou c'est vraiment... Parce que tout est très centré, en fait, sur la France, Paris. Les animaux, par exemple, ne sont pas représentés non plus, parce qu'ils sont vecteurs, porteurs, que sais-je. Alors, c'est peut-être pas le sujet, mais je me suis posé la question, du coup. Est-ce que c'est une pandémie mondiale? En fait, c'est, on va dire, chaque gouvernement a trouvé un moyen d'enfermer les gens dans la peur. Et en effet, c'est après plusieurs pandémies mondiales en 2067 que cette décision a été prise, on va dire, uniformément dans le monde. Et les animaux, je vous avoue que je n'ai pas réfléchi à la question. Mais un grand merci, Salima. Merci pour votre écoute. Je t'en prie. Donc, on peut retrouver Bulle Off, pareil, hein, toutes les informations donc sur le site du festival. Alors, donc, le dernier pitch, donc c'est pour le projet Insiders de Eric Driuti. J'ai pas écorché ton nom? Eric Driuti. Donc, les Insiders. Donc, on est toujours un peu dans une veine d'un discours un peu politique. Tout à fait. Le politique qui rejoint aussi l'intime, le personnel, parce Exactement. que, comme d'habitude, un peu comme dans le projet de Salima, donc ces deux éléments s'entrecroisent. Alors, racontez-nous, Eric. Merci, oui, et je remercie également le Festival Atmosphère de cette opportunité de vous présenter mon projet de mini-série. Donc, c'est un 6 x 52 minutes. Le Festival Atmosphère, donc, nous sommes, donc, je rappelle, le Festival Green Awards, mais le Festival Atmosphère, qui est aussi un festival engagé, avec lequel, d'ailleurs, je travaille aussi. Donc effectivement, qui a proposé voilà. ce projet au Deauville Green Awards. Et donc, je remercie ces deux festivals. Exactement. Donc, dès les premières minutes du premier épisode, notre brillant protagoniste, Adèle, se fait quitter par sa compagne et il se fait également virer de son boulot de lobbyiste. Sans savoir que ces deux événements sont liés et qu'ils sont les conséquences indirectes, un effet de bord, d'un système de financement occulte du président de la République sortant. Car nous sommes au jour du second tour des élections présidentielles et notre président se fait battre. Et c'est une première à double titre, car pour la première fois, la présidence est gagnée par un parti écologiste
et pour la première fois, c'est par une femme. Adèle, pour se venger de son patron à qui il en veut terriblement, lui promet de détruire son cabinet de lobbying. Il manœuvre donc pour rejoindre le nouveau gouvernement pour les aider à passer leurs grands projets de loi qui sont au centre de tous les conflits. L'ADN des insiders repose sur 2 piliers. Une dramaturgie forte, parce que c'est par les histoires, les personnages et l'arène qu'on entre dans une série qu'on accroche. Au-delà du thème de l'écologie, les insiders, c'est donc une histoire de vengeance, c'est des personnages au cœur d'une filiation trahie et d'un amour impossible. Ce qui est tragique, parce que tout cela repose sur des interprétations erronées de notre protagoniste. Et dès le début de l'écriture, un de mes impératifs, c'était que l'histoire fonctionne même si on enlève tout le propos et toute la thématique liée à l'écologie. Et par exemple, si on transpose cette histoire dans une arène hospitalière, les personnages, les arches et les intrigues continuent de fonctionner. Le deuxième pilier, c'est le traitement politique de la question écologiste. Avec les insiders, je veux montrer comment ça se passerait si un gouvernement mettait en place les lois nécessaires pour faire face aux questions écologiques. Avec 24 heures chrono, les Américains ont pu infuser l'idée d'un président noir. Avec les insiders, l'imaginaire est le support d'une vision concrète. On peut vivre intellectuellement, sensiblement et émotionnellement l'expérience d'un gouvernement qui n'est pas asservi au service de la croissance, mais qui œuvre pour plus de justice sociale et environnementale. Et l'ADN de cette série repose, comme tu le soulignais, sur l'interconnexion constante entre ces 2 piliers. Un thème profondément écologique qui infuse constamment dans une dramaturgie solide. Et donc des personnages qui vivent des situations de crise individuelle au milieu d'événements historiques secoués par leurs propres émotions. Les insiders, ce sont 8 personnages, 4 femmes et 4 hommes, qui représentent chacun un point de vue sur l'écologie. Et 4 lignes d'intrigue, donc l'intrigue de la vengeance, cette filiation trahie entre Adèle et son ancien patron, son moteur, qui occupait une place de figure paternelle. L'intrigue de l'enquête autour du détournement d'argent, c'est les caisses d'une coopérative agricole, donc ça permet de placer l'agriculture au centre du conflit. Et l'intrigue d'une histoire d'amour brisée. Et enfin, on a l'intrigue des lois, donc ces lois que le gouvernement doit faire passer via une ville durable pilote qui permet de voir enfin en action ces lois de manière concrète. Et toutes ces intrigues, elles sont en fait intimement croisées et liées par les différents objectifs de nos personnages. Si ce projet vous intéresse, j'ai à disposition une Bible qui décrit les personnages, leurs arches, le synopsis des 6 épisodes, donc une Bible complète. Et si jamais il ne vous intéressait pas, j'ai la Bible d'un autre projet de série sur l'occupation de terres agricoles menacées d'expulsion par un groupe industriel, l'histoire d'une ZAD, et pour laquelle, là encore, une Bible est disponible. Merci pour votre attention. Merci Eric. Donc on va passer aux questions sur les insiders et cette trame aussi bien politique qu'intime. Oui, moi j'aimerais bien savoir comment ton personnage principal, Adèle, il évolue dans son rapport aux questions écologiques et sociales au fil du récit. Parce qu'a priori, au début, il rejoint ce gouvernement que par pur opportunisme. En plus, il a des réflexes de lobbyiste. Qu'est-ce qu'il en est? Tout à fait. En fait, c'est effectivement, c'est un protagoniste qui en fait va décider de faire le bien entre guillemets pour des mauvaises raisons. Donc c'est ça en fait ce qui sous-tend en fait l'intrigue. Et ce qui va le faire changer, ça va être toutes les épreuves de vie qu'il va traverser au cours de l'histoire. Effectivement, il y a une arche en fait qui se déploie au long de ces épisodes où il va suivre plusieurs revers, et c'est quelqu'un qui est très égocentré, qui est très égoïste, et qui va devoir apprendre à s'ouvrir aux autres, à découvrir d'autres horizons, d'autres univers, d'autres manières de fonctionner, et puis qui va se prendre aussi beaucoup de claques, enfin qui va vraiment vivre qui va être extrêmement malmené tout au long de la série, ce qui va l'amener à évoluer. Et là, il y a un arc effectivement transformationnel qui est assez important pour ce personnage. Eric, comment est-ce que tu penses que le public peut s'identifier à ce personnage qui, pour le coup, prend beaucoup de claques, mais on n'a pas envie de prendre les claques à sa place, c'est-à-dire qu'il les cherche un petit peu quand même. Donc, oui. En fait, l'empathie, elle est créée effectivement. Comment est-ce qu'on entre en empathie avec ce personnage? C'est un personnage qui est pas forcément sympathique, mais on est en empathie avec lui parce qu'on comprend ses motivations.
C'est-à-dire qu'on a des antagonistes qui sont très forts dans cette histoire et qui sont vraiment des freins très importants envers toute la transformation et tout le nouvel univers qu'on veut proposer d'un point de vue écologique. Mais ils ne le font pas pour des mauvaises raisons. Ils le font parce qu'ils ont chacun leurs problématiques, ils ont chacun leurs objectifs qui sont fortement ancrés en eux. Et c'est tous ces faits en fait qui nous permettent d'entrer en empathie avec le personnage et qui nous permettent en fait de suivre, de comprendre son objectif et de voir comment il va se battre face aux différents objectifs, face aux différents conflits externes et conflits internes qui vont traverser l'histoire et traverser ces 6 épisodes. Christophe? J'ai noté que tu prévois 4 hommes, 4 femmes. Oui. C'est important pour toi, j'imagine, la mixité. Oui. La mixité est importante pour moi. Et effectivement, je voulais avoir des personnages, sortir un peu des stéréotypes habituels. Et effectivement, on a une présidente qui est pour la première fois une femme. Et des personnages aussi féminins qui vont aider aussi. Lou, tu parlais en fait de la manière dont le personnage va grandir, et aussi il va grandir en fait au contact en fait de ces personnes qui vont l'amener à sortir d'un schéma patriarcal qui est assez fort et qui est assez ancré en lui et qui vont lui permettre d'évoluer. Donc effectivement, c'est très important pour moi d'avoir des personnages qui ne soient féminins, qui ne soient pas stéréotypés et qui soient des personnages féminins qui ont une vraie consistance, parce que moi j'ai vraiment du mal lorsque je vois des films et des séries avec des personnages féminins qui sont ultra stéréotypés et qui n'ont pas une certaine assise et une certaine dimension. Donc moi j'ai vraiment 8 personnages qui ont chacun leur propre ligne d'intrigue et qui ont chacun leurs objectifs, leurs failles, leurs points forts et qui vont être traversés de conflits tout au long de l'histoire. Est-ce que tu risques pas... Alors, ton histoire est très foisonnante, il y a plein de sujets super intéressants, et du coup, on risque d'être frustré avec seulement 6 épisodes, parce que c'est ça le format, je crois. Oui. Et pour peut-être rentrer un petit peu plus, parce qu'il y a tout un aspect politique qui est super intéressant, mais et ce qui m'a peut-être manqué aussi, c'est le développement personnel hors travail, je dirais. En tout cas, je ne l'ai pas... Voilà. Oui, donc on a aussi effectivement ces intrigues en fait amoureuses, puisque on a un personnage qui se fait plaquer dès le début en fait des épisodes. Il y a aussi le côté personnel via l'intrigue de filiation, et donc c'est vraiment présent au sein des. J'ai les synopsis des 6 épisodes qui permettent de voir en fait comment ces liens personnels en fait se créent, se mettent en place, et on a effectivement des histoires aussi entre les personnages. Et en fait, je voulais vraiment condenser l'histoire pour avoir quelque chose qui soit tout le temps très fort. Et donc 6 épisodes, c'est ce qui permet d'avoir vraiment des temps forts d'un point de vue des pivots dramatiques de manière assez constante, et de terminer chaque épisode par un cliffhanger et d'avoir en fait une dramaturgie qui est sans cesse relancée. Je voulais pas non plus faire trop de digression et trop de pas de côté. Je voulais vraiment qu'on reste aussi concentré en fait sur une ligne rouge d'intrigue qui permette en fait de suivre toute l'histoire. Et du coup, en tout cas, c'est une proposition, hein, ça pourrait être différent en termes d'épisodes, mais de la manière dont je l'ai construit aujourd'hui, c'est 6 épisodes. C'est très clair. Est-ce que dans le public, il y aurait des questions sur Insiders, des suggestions, des idées? Non? Alors, moi, j'en ai une, du coup. C'est comment le public, non pas réel au sens téléspectateur, téléspectatrice, mais le public fictif va accueillir la présence de ce personnage principal dans le gouvernement. Je suppose que ça va faire du bruit. Oui, tout à fait. En fait, donc c'est un personnage qui, dans le 2e épisode, enfin, il y a toute une histoire, effectivement, toute une intrigue assez importante qui se passe à la fin du 1er épisode sur la manière déjà dont il réussit à convaincre d'aller dans ce gouvernement, parce c'est vraiment quelque chose qui, a priori, peut sembler difficile. Et en fait, il va rentrer via une personne, et ça va créer en fait beaucoup de dissensions dans le gouvernement. Et ce que je voulais aussi montrer, c'était qu'on peut avoir un gouvernement écologiste, mais qui ne soit pas forcément complètement aligné sur la manière de le mettre en œuvre. Il peut y avoir des personnes qui vont vouloir faire des compromis. Il y a tout ce qui peut être fausses bonnes idées.
Et il y a aussi ça peut se heurter à des personnes qui ont des convictions beaucoup plus fortes et beaucoup plus radicales, entre guillemets. Enfin, j'en parle le mot radical au sens un peu positif, mais de manière beaucoup plus forte. Donc effectivement, ça va. Et l'idée, c'est que ça crée beaucoup de conflits et que ça crée aussi un intérêt pour le téléspectateur de suivre en fait toutes ces intrigues et tous ces conflits qui sont sous-tendus par la présence de ce lobbyiste au sein du gouvernement. C'est le loup qui est entré dans la bergerie pour certains membres des ministères. Un grand merci, Eric. On approche de la fin de cette session de pitch. Un grand merci aux 5 pitchers qui nous ont partagé leur projet. Merci pour votre engagement. Merci pour votre regard et cet apport que vous faites sur les nouveaux récits. Merci aussi aux panélistes, à Serge Ladron, à Christophe Sommet et Lou Delabarre. Merci pour votre engagement aussi. Merci de participer en tant que diffuseur à proposer au public aussi ces nouveaux imaginaires et ces nouveaux récits. Évidemment, merci aux Deauville Green Awards de permettre cet événement et de donner cette place à ces nouveaux contenus et de leur donner la lumière. On va poursuivre la journée et encore une fois, si vous avez besoin de retrouver tous ces acteurs et tous ces projets, je vous invite à aller voir le site internet du festival Deauville Green Awards. Un mot de plus? Tout va bien? Tout va bien. On peut repartir, merci beaucoup. On peut fermer cette session en paix et en joie. Un grand merci à tous et à très bientôt. Merci.